j'ai choisi un pays, c'est mal. Si j'avais dit je vais au Cameroun, les mêmes auraient dit, vous avez vu, il rejoint le Biya pour le soutenir. Hein? Puisqu'il ne disait jamais du mal de Biya, vous avez vu, non? Il est rentré au Cameroun. Pourtant, c'est mon pays. J'aurais pu rentrer au Cameroun, j'aurais eu cette critique. Je serais allé au Congo démocratique, par exemple, on aurait, c'était un projet Félix. On l'a installé en RDC. Je serais allé au Niger, on dit, oh, il est allé dans le pays de sa femme, où on va le protéger, etc. Je ne sais pas le pays où je serais allé. Donc, quel que soit l'endroit, il y aurait eu des choses à dire. Il y aurait eu un problème. Je serais allé en Côte d'Ivoire, on dit, allez, ça y est, vous avez vu, il a quitté la capitale pour aller dans la province. Comme j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes appeler la Côte d'Ivoire par rapport à la France. Donc, quel que soit le choix que j'aurais opéré, ça aurait fait il y aurait eu des griefs. Alain Foka a récemment sorti une vidéo où il répondait à ses détracteurs. Alors, c'était pas tant une vidéo, mais c'est surtout une interview avec Jules Domché dans laquelle on trace son parcours et donc justement on revient sur ce que les gens disent de lui sur internet ces derniers temps. Voilà. On va regarder ça ensemble et vous allez me dire en fin de vidéo ce que vous en pensez. Ok, parce que à chaque fois que je défends Alain Foka, vu les dernières vidéos que j'ai fait ces derniers temps, il y a toujours les gens qui viennent me dire en commentaire que non, c'est un vendu, il a fait X, il a fait Y, ou encore il n'a pas fait X, il n'a pas fait Y. Un même m'a dit que j'ai beau être pertinent dans certaines de mes analyses, ça ne m'empêche pas d'être manipulé. Bon, déjà, je vais te répondre. Personne n'est à l'abri de la manipulation, aussi intelligente ou aussi informée que soit la personne. Tout le monde peut être manipulé. Les raisons pour lesquelles je défends, que ce soit le projet Mansa ou Alain Foka, même pas que je défends, je le laisse juste tranquille en fait, c'est ça le truc. Je ne défends pas particulièrement, je le laisse faire ses activités. Les raisons pour lesquelles je ne parle pas de lui négativement sont simples et je l'ai expliqué. On ne peut pas partir sur le principe que quelqu'un est un traître. C'est insensé en fait. Je sais qu'on en a eu beaucoup, mais c'est trop facile. On doit écouter, comprendre. Et je l'expliquais dans la vidéo où je faisais une sorte de débriefing d'une de leurs dernières vidéos sur Mansa où il parlait de la gouvernance en Afrique. On ne peut pas simplement partir du principe que non, c'est une mauvaise personne parce qu'il a eu à travailler dans un certain endroit. C'est trop facile. Bref, vous allez écouter ce qu'il dit et à la fin, vous me dites en commentaire. Peut-être que d'autres verront toujours la manipulation. Ce sera même le signe ultime de la manipulation. Mais pour moi, honnêtement, on doit apprendre aussi à faire confiance tout simplement. Ou on doit apprendre, même si on ne fait pas confiance, à laisser les gens travailler. Hein? On aime beaucoup trop se frapper entre nous et c'est pas bon. Tout de suite, on met les pieds dans le plat. Alain Foka a-t-il été viré ou a-t-il démissionné des RFI? On s'en perd. Au regard des commentaires sur les réseaux sociaux, je dois avouer aujourd'hui qu'on est un peu perdu. Non, mais les gens ont envie d'être perdus, je vais dire. Ceux qui s'excitent sur les réseaux sociaux, qui mesurent leur virilité simplement à la quantité de méchanceté qu'ils vomissent sur les réseaux sociaux, devraient quand même faire un petit effort. J'ai décidé de partir, et je pense que tu le sais, ça fait un moment déjà. Et j'ai décidé de partir parce qu'à 60 balais, je ne sais plus ce que je peux faire dans cette maison, en réalité. Et j'ai d'autres ambitions, beaucoup d'autres ambitions qui sont de rendre service à mon continent et de parler de façon tout à fait libre. De parler comme je l'entends et de dire les choses que je ne peux pas dire sur une antenne qui est une antenne mainstream, avec des règles, avec un choix éditorial. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire dans cette maison et qu'il était arrivé le moment où je devais partir. Et je suis parti volontairement. Mais ceux qui parlent de moi devraient faire un effort de se rapprocher de RFI. Et RFI ne fait pas de mystère. J'ai demandé à partir, j'ai présenté une démission et je suis parti. Oui. Alors, est-ce que ce départ n'était pas inéluctable au regard de la relation très tendue avec RFI ces dernières années? On se rappelle de l'épisode à Linguété, en République démocratique du Congo. On a vu justement certains de tes collègues à RFI monter au créneau pour demander ta tête. Est-ce que c'était un départ qui n'était pas finalement devenu inéluctable? Le départ était inéluctable si je gardais ma position, évidemment. C'est-à-dire que moi, je suis un homme libre. J'ai toujours été libre et je pense que ceux qui ont suivi ma carrière le savent. Et j'arrive à un moment où je n'accepte pas la couverture que l'ensemble des médias internationaux font. Et puis, je trouve très tiède la manière dont on couvre l'Afrique, un peu biaisée de mon point de vue. Pas que RFI, je n'ai pas envie de parler spécialement de RFI, mais la manière dont on parle de l'Afrique, je pense qu'elle n'est pas assez franche, assez juste. Il y a un regard un peu condescendant de la presse internationale sur l'Afrique, et je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire à l'intérieur. Maintenant, je pense que je suis libre pour faire exactement. Mais on va te répondre immédiatement. Il t'a fallu 32 ans pour te rendre compte de cela. Non, il n'a pas fallu 32 ans.
Je trouve que ceux qui disent ça ont des raisons de le dire, mais c'est qu'ils n'ont pas suivi ma carrière. Je pense que, comme la plupart des gens, j'ai pensé qu'on peut changer les choses en étant sur place, en étant à l'intérieur, en disant des choses. Et je pense que celui qui a regardé ce que j'ai fait sur cette antenne-là sait parfaitement que je n'ai pas spécialement changé de braquet. Simplement, il arrivait un moment où les choses, on est à un tournant de l'histoire de l'Afrique. Alors aujourd'hui, avec le recul, alors, est-ce que tu as le sentiment d'avoir impacté de l'intérieur? Est-ce que 32 ans après, tu te dis, ça en valait la peine? Alors, on ne peut pas danser et se juger. Les autres doivent juger. Moi, j'avais envie de faire plusieurs choses. Et je pense que, j'espère en tout cas, qu'on va mettre ça à mon crédit. J'avais envie de faire plusieurs choses. D'un, je suis arrivé sur une antenne où je vais raconter l'histoire de l'Afrique, parce que la manière dont l'histoire de l'Afrique était racontée, de mon point de vue, n'était pas la vraie. Et j'ai créé Archives d'Afrique. J'ai créé Archives d'Afrique en me disant, voici la version africaine de l'actualité internationale. Et je pense que la plupart des jeunes, ou la plupart des moins jeunes, me reconnaissent au moins d'avoir raconté l'histoire de l'Afrique contemporaine autrement. Archives d'Afrique est devenue une marque à un certain moment donné, et je n'en suis pas peu fier. Et je continue ça sur d'autres supports. Il y a une version vidéo, parce qu'Archives d'Afrique m'appartenait, ça n'appartenait pas à RFI. C'est pour dire à quel point j'avais envie que ça n'appartienne pas à quelqu'un, mais que ça reste africain. Donc, Archives d'Afrique, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu Médias d'Afrique. Jules, tu sais très bien, Médias d'Afrique, l'idée de Médias d'Afrique, c'était de donner la parole aux journalistes africains pour qu'on écoute une autre version de l'actualité internationale, la version africaine de l'actualité internationale. Ça n'était jamais arrivé sur un média. Et violenter un média au point de prendre des éditoriaux africains qui étaient les plus durs pour les mettre sur cette antenne-là, il fallait le faire. Et c'était en quotidienne. Et je l'ai fait pendant 16 ans. En quotidienne de lundi à vendredi pendant 16 ans. Et ça a permis de connaître un certain nombre de journalistes africains. Bien entendu. Ils ont émergé en étant écoutés sur cette antenne qui était une antenne première. Et je pense On se rappelle effectivement Sacré Sédou Ouedraogo, Jean Katangana au Cameroun, Ouezin Luoulon, et certains sont devenus des correspondants de RFI. Je pense à Peter Dorbé, par exemple, ou à Polycarpe Somba, qui sont devenus des correspondants parce qu'on les a écoutés sur Médias d'Afrique. Et en plus, je luttais à l'intérieur pour que nous africanisions les correspondants. Je pense qu'ils sont un certain nombre de correspondants qui doivent me reconnaître d'avoir mené cette lutte-là. C'était ma part que j'apportais dans cette maison. Et puis, il y a eu le débat africain que j'ai récupéré, dont j'ai hérité de Madeleine Moukama Bano, qu'il fallait rebooster. Je pense l'avoir fait avec une certaine force, puisque c'est devenu l'un des rendez-vous phares de cette antenne, où on n'était pas complaisant. Et je pense qu'on peut m'accuser de tout, sauf d'avoir été complaisant dans ce magazine-là, ou sauf de n'avoir pas été panafricain. Et puis je termine par le fait quand même que pendant longtemps, nos dirigeants étaient essentiellement interviewés par d'autres, avec ce que cela comporte, avec les clichés que l'on peut connaître. Je me suis donné la mission de les interviewer en étant sans complaisance. On en parlera. Vous avez oublié Afrique Plus, même si ça a été bref. Peut-être que c'est. Donc tu vois que je me suis démerdé. Je ne suis pas trop mal démerdé, je crois. Oui. Parce qu'Afrique Plus c'était la première fois où on décidait de montrer les Africains qui réussissent. Pas ceux qu'on allait voir qui sont les banabana, des chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie. Et je pense que sur ce plateau-là, en reportage, non rémunéré, je dois le dire, souvent financé par moi-même, j'allais chercher des personnes pour les montrer en disant, voilà, l'Afrique, ce n'est pas que la famine, ce n'est pas que les guerres, ce n'est pas que les pandémies, c'est aussi des gens qui entreprennent. Je pense qu'il y a un certain nombre de capitaines d'industrie qui sont passés par ici. Je pense à Jean Kakou Diagou, par exemple, du groupe NCA, qui a créé l'une des plus grandes assurances du continent. Je pense à Paul Fokam Kamenier, de Vox Africa, qui est le patron de Afriland First Bank, qui est passé par ici. Et je peux en citer comme ça un bon nombre. Je pense à Azalaï, le groupe Azalaï avec Mossadegh Bali. Qui est-ce que je n'ai pas cité? Ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer ici. Donc pour moi, c'était une façon de montrer l'Afrique autrement. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait? Je ne sais pas, mais j'ai essayé. Mais il y a une curiosité, Alain. C'est-à-dire que quand tu arrives à RFI, c'était un instrument au service de la France. D'ailleurs, RFI dépend du ministère français des Affaires étrangères. Est-ce que dès le départ, tu as conscience de cela?
Enfin, je pose de la question différence évidemment sur la parce que, comme tu as dû le remarquer, parmi la floraison de critiques ou de commentaires après ton départ des RFI, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire il a servi le maître et aujourd'hui il retourne sa veste. Mais celui qui m'a vu servir le maître, comme ils disent, a vu ce que je faisais à l'intérieur de cette boîte. Et je pense que je viens d'en parler. Je pense que j'ai joué ma partition, qui n'est pas une partition qu'on peut considérer comme complaisante. Je mets au défi quiconque de cela. Ensuite, à côté de ça, j'ai dit, il faut que les Africains, je ne parle pas de ceux qui s'excitent sur les claviers, hein, parce que eux, c'est des situations pathologiques graves. Je pense que eux, c'est plus du domaine du psy. Mais je pense que l'Africain doit s'inscrire dans la démarche de comment je construis, pas dans la démarche de je déteste simplement. Il faut dénoncer, c'est évident, et je pense que certains le font très bien, mais en même temps, il faut s'inscrire dans l'avenir. Dit que j'ai servi le maître, il devrait plutôt regarder qu'est-ce que Foucault a fait comme contenu jusqu'à maintenant. Et si Foucault n'avait pas été là-bas, qui l'aurait fait? C'est plutôt comme ça que je vois la chose. Et Jules, je n'ai pas besoin de me justifier à des gens qui sont sur des réseaux sociaux, qui n'ont que le clavier. Non, mais il y a bien d'autres gens qui ont besoin de comprendre. Alors, comment ça s'est passé? On va terminer par là sur cette partie concernant RFI. Les 32 ans, comment ça se passait avec la hiérarchie? Parce que, comme tu l'as si bien relevé, les programmes étaient atypiques. Parfois, pouvaient ramer à contre-courant de la ligne éditoriale de la maison. Archives d'Afrique, c'est très bien de le rappeler, ça n'a jamais été un programme qui a appartenu à RFI, mais ça t'appartenait à toi. Alors, comment, pendant ces 32 ans, tu as surfé entre la hiérarchie, entre la volonté d'une certaine ligne éditoriale et toi, ton ambition? Je serais malhonnête si je dis que c'était l'amour tous les jours. Mais ce n'était pas surtout de la part de la hiérarchie, parce qu'il y avait un PDG qui m'appelait le poil à gratter. C'était un peu le bonhomme qui était pas dans la ligne. Mais en même temps, je ne me faisais pas d'illusions. Je veux dire, j'étais un peu un prétexte. Que vous voyez, on est libre, Foucault, il dit ce qu'il a envie de dire. Les relations n'ont pas toujours été faciles, mais il y a eu des patrons qui étaient plutôt très arrangeants, qui étaient plutôt de bons patrons, à mon avis, qui me laissaient faire ce que j'avais envie de faire, parce que pendant toute cette période, tous ont découvert Archives d'Afrique à l'antenne. Tous ont découvert le débat africain à l'antenne. Tous ont découvert les médias d'Afrique à l'antenne. Et les interviews que je faisais, même si ça ne plaisait pas à certains de mes camarades, mais pour des raisons évidentes, je les ai faites. Je n'ai pas eu, on va dire, une pression particulière, mais parce que j'étais un peu le poil à gratter et le prétexte à un moment donné. Donc tu assumes le fait d'avoir été à un moment donné, pas seulement toi, je sais qu'il y a d'autres gens aussi, Jean-Karim Fall et tout. Est-ce que tu assumes le fait d'avoir été à un moment donné utilisé comme un prétexte pour davantage africaniser l'antenne des RFI, qui doit, comme on le sait tous, sa plus grande part d'audience au continent africain? Je ne sais pas si je vivais ça comme un prétexte. J'étais dans un environnement et j'ai dit j'ai envie de dire ce que je dois dire. Si on me laisse le dire, c'est déjà pas mal. Je pense que si les Africains m'ont plébiscité à un certain moment, c'est parce que je disais ce que j'avais à dire. Et c'était ça le plus important pour moi, que je sois prétexte ou pas, que je sois là ou pas. RFI aurait existé et RFI aurait fonctionné de la même façon. Il fallait une voix au moins à l'intérieur qui dise le contraire de ce que j'avais à dire. Et on était un certain nombre où on était très soudés. Avec Claudiciard, on est très très soudés. Le défunt Mevegué et moi, on était très très soudés. C'était mon petit frère, Mevegué. Et on arrivait à faire passer des messages que nous avions à passer. Jean-Karim Fall, le défunt, on était très 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 proches. Ça me permettait d'avoir avec eux des discussions pour dire ce que nous avions à dire. Parce qu'après tout, on pleurniche beaucoup. On est dans les pleurs en permanence. Mais ce média, il est financé par le contribuable français. Bien sûr. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi on ne crée pas le nôtre? Pourquoi, au lieu de geindre, on ne ferait pas mieux d'avoir les nôtres qui disent ce qu'on a à dire? Ce média existe, point à la ligne. Il arrose nos pays, c'est un fait. Est-ce qu'il faut le regarder de côté? Et puis, si vous n'êtes pas content, si les Africains le détestent à ce point, il suffit de rien, hein, on ferme, point. On regarde une autre chaîne. Hein. Oui, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas, comme je viens de dire, je ne suis pas dans la démarche de contre. Je suis pour faire quelque chose. Donc, ce qui est contre quelqu'un, ça ne me parle pas tellement. Je suis plutôt pour construire. Bon, ben, c'était une partie de ma vie, j'avance. D'accord. Alors, on a beaucoup entendu justement cette partie du départ des RFI et certains l'ont lié à un certain projet que tu as lancé.
Mansa. Alors, explique-nous aujourd'hui quelle est la corrélation entre ton départ de RFI ou du groupe France Média Monde et le projet Mansa. Les gens se sont dépêchés non seulement de faire une relation entre les deux, mais en plus de dire des choses assez amusantes, assez tristes par moments. Ça fait longtemps qu'on travaille sur Mansa, quand même. Je ne sais pas, Jules, bon, tu fais ton métier de journaliste, donc tu dois être le plus détaché possible. J'essaye, je dois avouer, pour être totalement honnête, compliqué. qu'on a hésité à faire cette interview. Voilà. C'est pour ça que j'étais embarrassé de faire l'interview avec toi, parce que tu connais la vérité de l'intérieur. Mansa, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, non? Et ça fait un moment déjà où je me suis dit, oui, il y a des gens qui dénoncent, et c'est très bien, et avec eux je dénonce une situation, ce qu'on a fait à l'Afrique, le mal qu'on continue de nous faire, les pillages dont on est victime. Mais une fois qu'on a pleuré, il faut s'inscrire vers la construction, vers le projet. Et comme je dis toujours, le rejet ne constitue pas un projet. À 60 balais, à un moment donné, il faut se dire, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que je donne aux autres? Peut-être qu'il faut que j'amène les autres à construire, ne pas pleurer seulement, à se dire, qu'est-ce qu'on veut devenir? Et comme je ne suis pas en train de construire une carrière, je peux dénoncer sans avoir peur d'être sanctionné par une hiérarchie, ou etc. Donc, je ne suis pas parti pour Mansa. Mansa, c'est un projet qui travaille depuis un bon moment, sur lequel on se dit comment on va repenser l'Afrique. Donc, ceux qui ont pensé ça se sont totalement trompés. À côté de ça, je me suis dit, Alain, maintenant, tu n'as plus spécialement quelque chose à prouver là où tu es, prouve-le en faisant quelque chose d'autre. Et j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Notamment Afo Média. Et c'est Afo. Qui est Afo Média. Que tu as lancé. On va en parler. Je voudrais qu'on reste quand même un peu sur Mansa, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Mansa. Mansa a été lancé à Lomé, au Togo. Et l'une des questions qui revient, c'est pourquoi le choix du Togo pour installer le siège de Mansa, qui est une SAS. Il faut le préciser, je suis obligé de donner des informations. Je ne vais pas faire semblant, étant moi-même porte-parole de Mansa. Alors, on peut revenir là-dessus. Pourquoi le choix du Togo? Pourquoi avoir choisi d'implanter le siège de Mansa? Et peut-être toi aussi, parce que d'après les informations qui circulent, tu vivrais désormais à Lomé, au Togo. Moi aussi, j'ai appris par la presse que je vivais désormais au Togo. Et j'en ai pris acte. C'est vrai que je viens très souvent au Togo. Je viens au Togo depuis 1989, depuis que le vieux était aux affaires. Et je n'avais jamais encore remarqué que le fait de venir était un péché. Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Togo? C'est encore là une des choses qui est triste en même temps, parce que avec ça, tu te rends compte que même si aujourd'hui on recommençait la traite négrière, il y aurait quand même pas mal de nègres qui vendraient leurs frères à la même vitesse et avec le même plaisir. Non. Mansa, pourquoi pas Lomé? C'est plutôt la question que devrait se poser un certain nombre de personnes en se disant, est-ce que Foucault est le seul à choisir la direction du Togo? Quand vous regardez au Togo, vous avez des banques qui s'installent ici, des sièges de banques qui choisissent le Togo. Je pense à Ecobank, je pense à Orabank, je pense à d'autres banques que je ne vais pas citer ici. Et puis à côté de ça, le Togo est devenu un hub. Les gens se battent ici, et tu le sais bien, Jules, pour pouvoir s'installer. C'est qu'il y a bien quelque chose, c'est qu'il y a bien un avantage, c'est qu'il y a quelque chose qu'offre le Togo. Pourquoi est-ce que Foucault ne pourrait pas en bénéficier? Ça, c'est un premier volet. Au-delà de l'amitié que je peux avoir avec le président de la République ou avec d'autres personnes au Togo, ça a dû jouer, évidemment, mais pour moi, j'ai regardé l'endroit qui était le mieux placé pour pouvoir s'installer, pour pouvoir installer Mansa. Il y avait le Togo. Et je regarde, ceux qui critiquent aujourd'hui ne sont pas mécontents que Askai soit sur place. C'est le seul pays où vous pouvez aller de n'importe où, en un seul vol, et être là. C'est vraiment un hub. Donc c'est à saluer, que ça plaise ou non, qu'on soit du gouvernement ou non, c'est un fait. C'est un endroit où on trouve des banques qui donnent des emplois aux gens, des sièges de banques qui s'installent, des institutions financières qui s'installent. Je ne vais pas toutes les citer ici. Et puis, il y a quelque chose quand même dans ces gens qui se disent panafricanistes, les panafricanistes du clavier, qui me surprend. Je suis africain, je choisis un pays, c'est mal. Si j'avais dit je vais au Cameroun, les mêmes auraient dit, vous avez vu, il rejoint le Biya pour le soutenir. Puisqu'il ne disait jamais du mal de Biya, vous avez vu, non? Il est rentré au Cameroun. Pourtant, c'est mon pays. J'aurais pu rentrer au Cameroun, j'aurais eu cette critique. Je serais allé au Congo démocratique, par exemple, on aurait, c'était un projet Félix.
On l'a installé en RDC. Je serais allé au Niger, on dit, oh, il est allé dans le pays de sa femme, où on va le protéger, etc. Je ne sais pas le pays où je serais allé. Donc, quel que soit l'endroit, il y aurait eu des choses à dire. Il y aurait eu un problème. Je serais allé en Côte d'Ivoire, on dit, allez, ça y est, vous avez vu, il a quitté la capitale pour aller dans la province. Comme j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes appeler la Côte d'Ivoire par rapport à la France. Donc, quel que soit le choix que j'aurais opéré, ça aurait fait il y aurait eu des griefs. Mais quand même, il y a une chose qui est évidente. Pour celui qui connaît comment je fonctionne, qui sait que je suis par monts et par vaux sur tout le continent, je ne peux pas m'installer dans un seul pays. J'ai des maisons dans plusieurs pays où je vis. J'ai des domiciles où je descends dans la plupart de ces pays-là, parce que pour faire du panafricanisme, c'est pas dans sa chambre en Allemagne, à Bruxelles ou à Paris qu'on va faire ça. Non, il faut être sur le terrain. Non, je suis pas en train de jouer à me cacher. J'ai une bonne relation avec le président Faure, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais une bonne relation avec le père. Est-ce que je dois en avoir honte? Non, pas du tout, je n'en ai pas honte. Je ne suis pas dans la politique politicienne, je ne suis pas dans la politique togolo-togolaise. Et j'ai vu cette photo que l'on a baladée, qui était à Kara, dans le Nord, depuis 19 ans. Je viens de façon permanente, enfin, de façon régulière, le 5 février, au Togo pour la commémoration de la mort du père. Je suis un Africain et j'ai cette habitude-là de respecter un certain nombre de traditions. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. Mais là, d'un coup, je suis devenu conseiller parce que j'étais dans la salle et que quelqu'un a filmé. Du président autour des membres du gouvernement. Avoue que ça peut prêter à confusion. C'est quand on m'a dit ça que je me suis rendu compte que j'étais pas loin du président, sauf que en fait j'étais arrivé en retard et je ne vais pas souvent à la messe. Donc d'un coup on a dit à la messe, est-ce que tu y vas? Et puis j'ai trouvé un fauteuil et Dieu merci, c'était pas loin de lui. Mais tu sais alors qu'on ne laisse pas n'importe qui s'asseoir proche du président. Ah bon, ça sur ce coup-là, alors, la proximité. Je ne suis pas encore conseiller. On ne me l'a même pas proposé, mais je pense que le président Faure sait très bien que je ne quittais pas un maître pour un autre. Jules, tu sais très bien comment Mansa est financé par nous-mêmes. Personne n'a encore donné un centime à Mansa. Les voyages que nous faisons, nous les finançons par nous-mêmes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que ceux qui s'excitent derrière leur clavier fassent un effort pour être crédibles, parce que ça discrédite un peu un environnement qui aurait pu être un environnement extraordinaire pour les Africains, les réseaux sociaux, puisque ça leur donne un média. Sauf que c'est pas compliqué. Mansa est financé par les membres de Mansa. Et c'est en cela qu'on est fort. Et on espère qu'on sera suffisamment nombreux pour que les populations viennent aussi en se disant, voilà des gens qui veulent repenser l'Afrique. Le minimum pour nous est de les accompagner et de leur donner un petit quelque chose pour qu'ils s'en sortent. Nous tirons le diable par la queue, mais nous avons accepté ça, de dire, voilà, ok, on va repenser l'Afrique, on va faire des réunions, on va faire des retraites pour penser sur tel et tel sujet, et nous finançons nous-mêmes. Mais lorsque quelqu'un dit c'est financé par tel ou tel président, j'ai du mal avec ça parce que mais l'argument qu'on me donne aussi, c'est qu'Alain Foka, président de Mansa, journaliste et tout, ne parle jamais du Togo, alors qu'il y a des problèmes au Togo. Il y a des problèmes avec des opposants au Togo. On voit Alain Foka parler de beaucoup de pays, mais le Togo, visiblement, c'est... Mais je pense que ces gens-là feraient mieux de revisiter un peu le travail que je fais, mes contenus. Je n'ai jamais éludé un pays, aucun. Même les pays de ceux qui sont vraiment des amis très très proches, je n'ai jamais éludé. Sauf que sur le Togo, qu'est-ce que je dois dire en particulier? Peut-être qu'il faudrait qu'ils m'aident là-dessus. Ils le disent tout le temps, il y a des opposants en prison, il y a... Ceux qui me tapent aujourd'hui dessus sont passés tous dans mon émission. Je pense à un ancien Premier ministre qui m'a dit un jour, Alain, puisque il en est ainsi, on va s'occuper de toi. Parce que d'un coup, il m'a vu venir au Togo, alors que lui, je l'ai invité au moins une dizaine de fois sur mon plateau. Et le pouvoir en place me fait souvent le reproche de les inviter un peu plus sur mon plateau. Non, c'est ridicule. Ceux qui me demandent de parler de leur pays et que je ne parle pas du mien, peut-être qu'ils devraient parler du mien, ça m'arrangerait bien. Oui, parce que peut-être on va finir avec l'épisode des pays pour lesquels tu ne parles jamais. On parle du Togo, effectivement, et on parle aussi du Cameroun, qui est ton pays. On a beaucoup vu, on dit, mais Alain Foka, il ne parle jamais du Cameroun avec tout ce qui s'y passe. Mais Jules, est-ce que c'est vrai? Je suis mal placé pour répondre. Moi, mon avis personnel, c'est que peut-être c'est pas assez. Bon, je ne peux pas dire que tu parles jamais du Cameroun, tu en as parlé. Mais puis quand j'en ai parlé d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que quand j'en ai parlé d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup
entendu après le battage que ça a suscité, les confrères me défendre ou réagir. Il te souvient quand même que pendant plusieurs semaines, je faisais l'objet d'un matraquage extraordinaire dans une certaine presse au Cameroun, avec une histoire de proximité sociologique, que j'aurais une proximité avec Maurice Kamto, simplement parce que j'avais invité un activiste et Richard Bonnard. Hein? À ce moment-là, je n'ai pas beaucoup écouté. Cela dire, ils ne parlent pas du Cameroun et je ne les ai pas vus me défendre tellement. Ensuite, il y a eu l'histoire du train de Bolloré qui avait déraillé, où on avait dit qu'il ne faut pas en parler, et où j'ai parlé de ça régulièrement. Et quand les autorités camerounaises me tapaient dessus, je n'ai pas vu la presse se dire « mais pourquoi vous lui tapez dessus ?» Mais est-ce que tu comprends ceux de tes compatriotes camerounais qui estiment qu'avec la voix qui est la tienne, tu devrais plus parler du Cameroun? Parce que non, le Cameroun, c'est quand même un cas atypique. On a un chef de l'État qui est là depuis plus de 40 ans. 42 ans. Aujourd'hui, le quotidien des Camerounais, c'est le manque d'eau potable, manque d'électricité. On a aujourd'hui plus d'une centaine de prisonniers politiques. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui en prison. C'est évident qu'ils n'ont rien fait. Les dossiers sont bidonnés au niveau du tribunal militaire. Enfin, c'est aussi gros que le nez sur la figure. Des gens estiment que si Alain Foka parle de ça, ça aura une autre résonance. Est-ce que tu peux... J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler. J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler parce que d'un coup, on me donne une place extraordinaire. Nous sommes un certain nombre de journalistes camerounais parce que dans ce domaine-là, les Camerounais ont plutôt pas trop mal réussi. Et la question ne posait qu'à moi. Alain, ils n'ont pas ta notoriété. La question ne posait qu'à moi. Ils n'ont pas ta notoriété. Que ceux qui me font ce procès fassent le travail pour moi. Je serais admiratif. Je serais content que ces étrangers qui disent pourquoi ils parlent seulement des autres pays, ils devraient parler de son pays, qu'ils parlent aussi du mien. Je serais bien content qu'ils en parlent. Je parle de ce que je connais. Je suis parti du Cameroun il y a une quarantaine d'années. D'accord ? Je n'ai jamais fait une carrière un seul jour au Cameroun. Donc le Cameroun, dans l'ensemble de ce pays, est un pays comme un autre, j'ai presque envie de dire. Bien sûr, c'est mon pays pour lequel j'ai un attachement extraordinaire. Je voulais justement dire, je connais ton attachement pour le Cameroun. Oui, oui. Donc ça me surprend que mais en même temps, professionnellement, je ne suis pas comme un pays. Professionnellement, je ne suis pas spécialement outillé. Mieux outillé en tout cas que les excellents journalistes que je croise au Cameroun. Parce que s'il y a bien quelque chose de fabuleux au Cameroun, c'est que tu trouves d'excellents journalistes. Je ne suis pas aussi outillé qu'eux. Là, par exemple, ça fait presque 4 ans que je n'ai pas mis les pieds à Yaoundé, au Cameroun. Comment puis-je en parler plus? Mais est-ce qu'il faut forcément... Comme dit Richard Bonnard, et il a été inspiré par Dieu ce jour-là, je crois, il dit, si on vous explique le Cameroun, et vous avez compris, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. On ne vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? C'est un cas d'école. Mais je vais parler de quoi là-dessus? Et dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites un truc, ceux qui étaient avec vous, vous condamnent avec la même force que ceux qui vous détestent. Au départ, j'ai trouvé, dès que j'ai dit un mot, on dit, ah, le Bamileke, il est en train de défendre sa tribu. Dès que je ne dis rien, les Bamileke disent, ah, il est avec les autres. Tu ne sais plus où mettre les pieds. J'aimerais bien en parler, hein, mais je pense que les autres sont plus qualifiés que moi pour en parler. Je pense, hein. On va se contenter. Parce qu'il ne faut pas croire que je sois si bon que ça, je ne cherche pas. Enfin, je ne pense pas que c'est au niveau du professionnalisme. Enfin, les gens veulent la voix d'Alain Foka. Mais je veux dire quoi que ce monsieur qui a une 80aine d'années, qui est fatigué... 91 ans, qui est fatigué, que je dise ça, et que je dise qu'il est temps qu'il parte, mais je l'ai déjà dit, et tout le monde le pense. Même le gosse le pense. Donc je n'invente rien quand je dis ça. Mais une fois que j'ai dit ça, on fait quoi? C'est moi qui vais aller là-bas faire ça ou pas? Tout le monde le pense. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on arrive au bout d'un cycle. C'est la vie qui est comme ça. Ce monsieur, il a passé 42 ans. L'âge passe, comme moi, je suis passé par d'autres étapes que je ne recommencerai pas. Je ne retournerai pas sur le terrain pour couvrir des guerres, etc. À un moment donné, il faut que ce pays-là change. Mais si on veut chercher des boucs émissaires, alors, je suis un bouc émissaire peut-être qui ne parle pas assez de mon pays, qui ne dénonce pas assez, mais on dénonce des choses quand on ne les voit pas quelquefois. Mais là, c'est comme le nez au milieu du visage, comme vous le dites. Chacun voit qu'on est en bout de course, que ce qui devrait être
La locomotive de l'Afrique centrale est à l'arrêt. Je ne fais un procès à personne où je n'invente rien. Tout le monde l'a dit dans toutes les langues. Une fois que j'ai dit ça, ça change quoi? Vous avez écouté, il s'est défendu sur un ensemble de points. L'interview, il est beaucoup plus long que ça, hein. Vous pouvez aller regarder ça sur sa chaîne YouTube. Il parle de plusieurs trucs, de plusieurs accusations. On lui pose des questions profondes sur pourquoi est-ce qu'il a même des ennemis et j'en passe. Donc regardez la version intégrale pour avoir la substance de son propos. Parce que là, non seulement c'était une version réduite, mais j'ai aussi rushé certaines de ses réponses. J'ai coupé certaines de ses réponses que je trouvais trop longues. Parce qu'il prend des exemples, il prend des cas de figure, il donne des noms, il donne des cas pratiques. Tout ça là, c'est dans l'interview intégrale. C'est mieux d'aller regarder, mais rien que sur la base de ce qu'il a dit et de ce que vous venez d'écouter, des extraits que j'ai utilisés, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est si mal que ça de le soutenir ou de simplement laisser qu'il fasse son travail, de laisser qu'il fasse ce qu'il a à faire? Vous avez déjà ma réponse, j'ai déjà été très clair dessus. Donc j'attends votre avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.